Dimanche, on va l'aborder et on va, j'espère, révolutionner encore cette partie qui est tortueux et généralement incongrue. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes qu'il faut rétablir. Donc, les petites brochures que vous avez vont, pour la première partie, parce qu'il y en aura encore 3, vont vous, j'espère, vous donner un peu plus d'insight par rapport à ce que je vais introduire aujourd'hui comme sujet qui est compliqué. Mais il faut passer par les complications pour qu'on puisse se comprendre. Ok, on est sur le sujet qui concerne l'âme. L'âme. C'est un sujet qui est épineux, mais on va devoir passer par là. Cette semaine-ci, j'ai pu déposer certains clichés sur la page, juste pour que les gens puissent lire. Mais c'est très difficile, la lecture est difficile, c'est ok. La lecture est difficile parce qu'on a beaucoup d'a priori. Alors, je veux qu'on parle de l'âme. C'est un sujet qui fait très mal parce que ça fait partie de la quête de l'humanité. Donc, les questions qu'on va se poser à travers de cette expression, c'est d'où vient-elle, l'âme? Il faut la définir parce que le mot âme en français a un contexte. On doit essayer de le contextualiser et le rationaliser jusqu'à notre compréhension d'aujourd'hui et de voir d'où ces concepts émergent, de voir comment ou à quel point ces concepts inondent encore notre mémoire et nous induisent en erreur. Pourquoi est-ce qu'on est en erreur par rapport à ça? Franchement, je souhaite que cette expression puisse vraiment toucher, selon son temps, les serviteurs. Je pense que c'est eux la cible. La cible, c'est pas vous, parce qu'à la fin, vous avez le droit. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez croire. Ok. L'âme. Les concepts du mot âme sont grecs. Psyches, qui veut dire la substance immatérielle qui est jumelée à notre corps. Ok? On parle de l'âme, que d'autres appellent l'esprit, que d'autres appellent le ka et le ba, que d'autres appellent le yin et le yang, que d'autres appellent atemu, que d'autres appellent le ku dans d'autres cultures indiennes et mésopotamiennes respectivement. Chaque peuple a sa nomenclature de ce qu'ils appellent âme. Mais avant qu'on y arrivons à expliquer ce que c'est que l'âme, il faut que nous prenons le chemin de les prédécesseurs qui ont pensé âme. Okay? Et c'est là où le vrai problème commence, parce que, comme je le dis en introduction, il est facile que les puissances, comme dans nos plateaux télé aujourd'hui, mettent des pseudo-intellectuels sur les plateaux, mais ils n'ont aucune notion intellectuelle de ce dont ils parlent. En fait, c'est ça le problème. On ne devrait pas mettre sur les plateaux télé ou ailleurs des pseudo-intellectuels. Pseudo veut dire, ils se cachent derrière un titre pour passer un message qui n'a pas autorité d'exprimer. Et c'est là où le problème émerge. Parce que la philosophie grecque, mésopotamienne, chrétienne, musulmane, que je vais évoquer tout à l'heure, les vraies questions devraient se poser si est-ce que ces personnes ont la légitimité d'expliquer ce type de phénomène. Un chercheur, un physicien, un mathématicien, etc.,
qui a le credential, qui a le potentiel d'expliquer une formule mathématique, parce qu'il est mathématique, parce qu'il est scientifique, devrait se placer devant les gens et démontrer sa science. Ok? C'est comme ça que ça devrait se passer. Dans le monde physique, tout ce qui est science visible, les gens partent à l'école pour les étudier. J'ai introduit un sujet qui est très épineux, parce que je vais gâter tout. Ok? Je dis, le problème ici, c'est les mathématiciens comme Bohr, les mathématiciens qui sont appelés à mettre en avant leur capacité cérébrale pour faire développer la science, ça se voit parce qu'ils arrivent à prouver mathématiquement ou scientifiquement ce qu'ils expriment. Mais je pense qu'aujourd'hui, ceux dont je donnerai les noms de l'histoire n'ont aucun, je dis bien, je le répète avec violence, aucun droit, pas seulement de philosophie, tu as le droit de penser, mais tu n'as pas le droit d'imposer cette pensée à la population alors que tu n'as aucune notion de cette dimension. C'est ça le problème. Moi je commence. L'âme, ou ce qu'on appelle âme, ou d'autres appellent esprit, ou d'autres appellent quoi que ce soit qui donne comme nom. Le problème vient de là. Aristote, fils spirituel de Platon, aimait la thématique de l'âme dans son livre, l'âme. Parce que le livre de Aristote s'appelle l'âme. Parce que lui, il définit l'âme comment? Il définit l'âme comme une substance immatérielle, invisible, qui est en interaction avec le corps, qui n'est pas entièrement dépendant du corps, mais pour lequel, si on enlève cette structure immatérielle de son corps, la personne meurt. Et on pousse plus loin dans sa pensée critique pour laquelle toutes les églises ont repris, tous les mosquées ont repris, tous les juifs ont repris, c'est le fait que cette matière immatérielle qui se sépare du corps, on appelle ça la décorporation ou le phénomène de décorporation. Ce phénomène est important à prendre en considération parce que les savants d'avant pensaient que cette âme se retrouve dans les organes ou dans le cœur. C'est Aristote, à travers sa philosophie, qui a pu décrire le fait que cette âme est plutôt connectée au cerveau. Mais aujourd'hui, on sait que c'est absolument faux. En fait, c'est absolument incongru. Parce que aujourd'hui, 2300 ans plus tard, nous savons que le cerveau est le moteur ou l'activateur de tous les mouvements du corps. Le cerveau, en français facile, est le contrôleur, le centre de contrôle de tous les mouvements, le centre de contrôle de tous les hormones, le centre du système nerveux. Ok? Et on va plus loin que ça, parce que je vais expliquer avec le temps. Parce que je mets d'abord les petits points pour qu'on puisse comprendre. L'expérience hors du corps n'enlève pas à la personne qui est hors du corps sa capacité moteur. Ça veut dire, hors de son corps, il parle, hors de son corps, il marche, hors de son corps, il mange, hors de son corps, il réfléchit, hors de son corps, il. Donc, si ça vient du cerveau, c'est impossible. Et ceux qui font dans ce qu'ils appellent le voyage astral, dans la décorporation, peuvent me comprendre. Donc Aristote a donc amené ça à ce niveau-là, pour lequel Thomas d'Aquin, Averroès, Maïmonide et tous ces grands ont, surtout Philon d'Alexandrie, ont pris ces notions aristotéliciennes et ont mis ça dans le concept ici.
Les chrétiens ont poussé ça un peu plus loin, en subdivisant en trois, le corps, l'âme et l'esprit, ce qui a encore une autre futilité, parce que c'est à travers le texte, quand ils lisent ce que Jésus a dit, je donne mon âme, je remets mon âme à Dieu, c'est là où ils disent, on remet l'âme à Dieu et l'esprit pas au... C'est les thèses. On dit, on devrait parler des faits. On ne va pas parler sur ce que quelqu'un a dit, sur une histoire qui est construite, qui est absolument fausse. Donc, quand on parle ici de ce qui est la puissance immatérielle, ou ce que vous appelez esprit ou âme, on doit repartir au départ. On doit aller à la base. Et cette base, elle est importante pour que ceux qui écoutent, ou ceux qui écouteront, ceux qui prendront le plaisir de ne pas zapper, mais d'écouter. Parce que je dis, il y a trois choses à considérer avant qu'on ne commence. Un, la capacité de réception. Parce que cette âme, ou cet esprit, ou cette puissance immatérielle a une capacité d'action. Ok? Donc, la réception. Gardez ça en tête, on va revenir dessus tout à l'heure. Deuxième point, qui est important, la capacité morphique. C'est-à-dire, la personne a quel type d'esprit, c'est sur quelle forme cette âme ou cet esprit a quel morphisme. C'est-à-dire, quand on parle de morphisme ici, quand je parle de morphisme ici, ça veut dire chacun a sa capacité d'athlète. D'autres courent plus vite que d'autres, d'autres sont plus grands que d'autres, d'autres mangent plus que d'autres. On parle de ce morphisme-là, ou ce côté physionomique, c'est important. Et le troisième point, on va toujours souligner par rapport à cette histoire d'âme, c'est la source de l'information. Première chose, c'est le réceptacle qui reçoit. Deuxième chose, c'est le côté morphique. La personne a quelle forme, capacité de l'âme ou l'esprit ou l'immatériel, la provenance du message. Je revenais dessus tout à l'heure. Donc on parle de l'âme ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les créatures, selon Aristote, ont des âmes. Les végétaux ont de l'âme des végétaux. Les animaux ont les âmes des animaux. Mais l'homme a une âme un peu plus élevée parce qu'elle mange les végétaux, parce qu'elle mange les animaux. Donc elle est un peu plus intelligente. Donc elle a une âme qui a ces sens-là en eux. Mais il y a des incongruités qu'il faut régler tout à l'heure. Mais en fait, est-ce que les animaux ont l'âme? Parce qu'aujourd'hui, les philosophes entremêlent la conscience et l'âme. Parce qu'en fait, l'âme ou l'esprit, ou cette entité, cette puissance immatérielle, a une intelligence. Parce que quand tu dors, elle travaille quelque chose. Ok? A une force, a une puissance. Parce que cette âme, et je vais expliquer, c'est un phénomène peut-être d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après, dans ce que je vais expliquer sur l'âme. Elle a une capacité mémorielle, elle a une capacité intellectuelle, elle a une capacité moteur, elle a une capacité de pouvoir. Cette entité immatérielle, je le dis clair, vit sans le corps. Elle a vie sans le corps. Je vais expliquer. Je mets les énoncés. Elle vit sans le corps. Mais le corps ne peut vivre sans elle. Parce qu'il faut situer cela. Et je dis, il n'y a pas trois corps. Il n'y a que deux entités. L'entité matérielle, physique, et l'entité immatérielle que tu appelles âme. Parce que c'est une introduction qui est très importante. On entre dans le côté morphisme, qui est la partie la plus importante. Parce qu'il faut comprendre le côté morphique, la morphologie. La morphologie, c'est la caractéristique de la personne. Constatons d'abord un fait de la création qui ne peut être débattu, surtout pour celui qui n'est pas aveugle, que la dépigmentation a fait en sorte que depuis 9000 ans, il y a des blancs en Europe. Ok? Ça, c'est un fait visible. Les gens qui viennent dans les hautes plaines de l'Afrique australe vont se retrouver à être longilignes.
Ça, c'est une caractéristique physionomique. Les gens qui ont eu peur d'être attrapés par les lions sont aujourd'hui plus rapides. Ça, c'est une capacité physique. Ok? Donc, je dis bien, il y a des personnes dans des régions de la terre qui ont des physionomies ou les phénotypes différents des uns et des autres. Voilà pourquoi le plus commun, on sait que dans le 100 mètres, on sait que c'est les Noirs qui vont généralement gagner parce qu'ils ont une capacité morphologique, les muscles qui sont beaucoup plus concentrés vers certaines parties du corps qui les rend un peu plus rapides que les autres. Donc si on accepte ce côté morphologique, allons donc dans le spirituel. Parce que c'est de là que viendraient les problèmes d'incompréhension. Même dans le spirituel, comme dans le physique, si tu tombes sur un génie, tu es tombé sur un génie. Si il y a un génie en mathématiques ou en médecine, etc., avant que toi tu le comprennes, il a compris 1 heure avant toi. C'est sa capacité morphologique qui lui permet de comprendre plus vite que toi dans un sujet spécifique. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est génie en menuiserie, tu ne pourrais pas, même dans 1000 ans, te comparer à lui. Parce que sa capacité morphologique lui donne ce potentiel-là. Si on est d'accord dessus, on continue. Ça m'attriste un peu ce que j'ai vu ce matin. Mais bon, voilà. Donc, spirituellement aussi, selon la création et selon les différentes spécificités de notre environnement, il y a des gens qui ont une sensibilité spirituelle plus grande que d'autres. Il y a des gens qui ont un réceptacle spirituel plus grand que d'autres. Il y a d'autres qui ont des énergies immatérielles plus importantes que d'autres. Ok? On n'a pas le même esprit au sens plus morphologique. J'insiste sur la morphologie. Je ne parle pas, nous sommes tous des hommes. On a 2 narines, 2 yeux, 2 oreilles. Nous sommes identiques, mais on a des morphologies différentes. Parce que j'insiste sur la morphologie. Elle est importante pour comprendre le sujet du but de l'âme. Parce que l'âme a un devoir dans l'homme et après l'homme. La vraie question après va être, est-ce que l'âme est immortelle? Je viendrai dessus quand je vais expliquer ça posément. Donc ici, la morphologie de l'esprit de l'âme de la personne est un calot porteur d'information, est un calot porteur de pouvoir, est un calot porteur, etc., etc. Donc on doit prendre en considération le côté morphologique. C'est-à-dire, voilà pourquoi, hormis les schizophrènes, hormis les gens qui souffrent de ADDH, ok, hormis les gens qui ont une forme d'épilepsie poussée, la décorporation n'est pas une anomalie. Je les mets hors sujet. On va se comprendre quand il y aura les questions. Il y a des personnes qui souffrent de schizophrénie, il y a des personnes qui souffrent d'épilepsie, il y a des personnes qui souffrent de troubles du lobe frontal, ce qui peut faire en ce qu'on appelle une otoscopie. Ok? Une otoscopie, c'est juste quelqu'un qui a l'impression de se voir en dormant que son corps est sorti. On appelle ça otoscopie. On se comprend? Je mets les facteurs de maladie cérébrale de côté. Je le mets de côté. Moi, je parle de la capacité morphologique. Parce qu'il faut le dire, sur 10 personnes qui vivent sur Terre, je prends ça comme une échelle. Sur 100 personnes qui vivent sur Terre, ok, il faut savoir que 50%, je dis bien 50% ne rêvent pas. Ils rêvent et oublient. 30 à 40% ont des rêves violents. Ok? 30 à 40% ont des capacités de rêve violents qui peuvent être, avec l'électrospectrogramme, vérifiés par rapport au lobe tempo-péridial. On peut absolument noter cela, qu'il y a les rêves mouvementés. Ok? Il y a aussi peut-être 5% de personnes qui
sont des calots porteurs des messages. Ok? Et il y a 1% qui maîtrisent cela parce que c'est leur côté morphologique. Et dans les 1%, virgule, les 5 à 10% des personnes qui vivent ce genre d'autoscopie, ils ont une énergie, c'est leur côté morphologique. Voilà pourquoi ceux qui partent dans les hôpitaux, hormis les facteurs de maladie, de schizophrénie, ok, et d'épilepsie, ces personnes ne sont pas comprises à l'hôpital. Parce que l'hôpital qui ne peut que observer l'activité cérébrale ne peut pas observer l'activité spirituelle. Voilà pourquoi, entre guillemets, il y a des personnes, quand ils sont comateux ou au coma, ont l'impression de flotter au-dessus de leur corps. Autoscopie. Ok? Ou ont l'impression, et ils donnent cette explication, c'est-à-dire, dans une salle d'opération, il y a beaucoup de lumière. Donc tu as l'impression d'être dans un sang où il y a beaucoup de lumière. Et forcément, tu dis que tu as vu la lumière. Ça, c'est ce que les scientifiques donnent comme raison, et c'est leur droit. Dans l'autoscopie. On est ensemble? On parle de l'âme. Alors ici, il y a des maladies pour lesquelles c'est un fait. Parce qu'il n'y a pas seulement l'autoscopie. Comme exemple. Il n'y a pas que l'autoscopie comme exemple. Ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que dans tous les constats qu'on peut faire, dans ce cas de déportation, dans ce cas d'autoscopie, 1% de ces 10% disent maîtriser leur sortie de corps. 1% des 10 disent maîtriser leur sortie de corps. On va se poser beaucoup de belles questions à la fin. On est ensemble? C'est très intéressant. L'âme. Mais il y a le cas inverse devrait être pris en considération. Ok? C'est-à-dire, qui pourrait se servir de ces capacités morphologiques, de ces 1 à 10%? Qui pourrait utiliser ces 1 à 10%? C'est là où on va vraiment se poser des bonnes questions tout à l'heure et on aura des réponses pendant cet enseignement sur l'âme. Alors, si on a compris le côté morphologique, voilà pourquoi dans certains villages, dans les 4 coins du monde, il y a toujours des personnes dans les familles qui ont ce type de phénomène de voir des choses, d'entendre des choses. Mais c'est biologiquement impossible d'expliquer. Parce que ou c'est de la démence, ou c'est un facteur épileptique. Voilà pourquoi quand les gens tombent dans les églises, on dit que c'est l'épilepsie. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le côté morphologique de certaines personnes qui sont sensibles dans l'atmosphère spirituelle. C'est ça le problème. Voilà pourquoi les serviteurs ne devraient, à mon avis, ne devraient pas être en amont, ne devraient pas être en arrière. On devrait être au premier plan, comme des scientifiques qui peuvent aussi exprimer ce qu'on appelle une forme d'autoscopie contrôlée. Parce que l'autoscopie contrôlée, on appelle ça communément le voyage astral. Ok? Cette autoscopie appelée malheureusement voyage astral. En fait, tu ne voyages pas les astres. Il faut expliquer comment ce voyage s'effectue aujourd'hui. Même ceux qui le pratiquent ne savent pas et qu'on leur a menti. Il faut qu'ils comprennent comment ça se passe aujourd'hui. Enfin, dans cette explication que je donnerai peut-être aujourd'hui ou la prochaine fois. Donc ici, si on a compris le côté morphologique de l'âme ou de l'esprit de chaque individu qui diffère les uns et les autres, tu ne peux pas avoir les mêmes phénomènes spirituels avec ton voisin. Parce que ton voisin a une autre morphologie spirituelle que tu n'as pas. Et c'est ça où les serviteurs de Dieu ne comprennent absolument pas. Peut-être certains. Si ces personnes qui ont cette capacité morphologique sensible, quand ils partent dans des endroits de deuil, quand ils partent dans des cimetières, ils auront une appréhension de ce qui se passe par rapport à toi qui est là, qui n'a pas la même morphologie. Et tu vas le prendre pour fou. On se comprend? Et c'est là où on doit d'abord aller dans cette base d'explication. Mais qui est prêt à écouter cela? Parce qu'on a des notions
philosophiques qui sont aristotéliciennes, qui sont de Philon, qui sont de Thomas d'Aquin. Et c'est eux qui imposent, comme je le dis encore, on ne doit pas mettre sur la table des gens qui se proclament des intellectuels dans certains sujets, mais qui n'ont aucune notion physique ou spirituelle dans cette action. Parce qu'en fait, ici, la réalité est que ce ne sont pas les choses qu'on enseigne à l'école. Ce sont les choses qu'on vit dans cette morphologie. Parce que si vous, ceux qui m'écouteront, connaissent des gens qui sont sensibles spirituellement, tous les jours, ils ont des rêves. Tous les jours, ils ont des attaques. Tous les jours, ils voient des choses. Et naturellement, comme toi, tu ne le vis pas, ta première réaction, c'est peut-être une forme de jalousie interne. Ah, pourquoi elle? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas tel? C'est ça, morphologie. Et voilà pourquoi, comme en Afrique, parce que c'est eux qui font dans ce type d'église, ce type de morphologie est utilisé par les pasteurs pour commencer à parler et dire des choses. Je vois ça, parce qu'elles peuvent très facilement être en contact avec des puissances autour d'elles. Ces puissances peuvent les utiliser et elles aussi peuvent utiliser ces puissances. C'est pas ça que je comprends. Vous allez dans certains groupements spirituels, vous allez réaliser que ces personnes, c'est eux qui parlent. Ah, j'entends ça, je vois ça. Parce que ces personnes ont ce côté morphe. Il faut le dire ouvertement. Et ceux qui ont compris cela usent de ces personnes. Je vais expliquer l'usage de ce réceptacle-là et à grande échelle. On est ensemble? Et vous réalisez que ces personnes-là, par qui ont ce médium sensible dans ces 10% de la population, dans chaque peuple, ce sont les médiums. Dans chaque peuple, ils n'ont pas besoin automatiquement de prendre les hallucinogènes. Ils sont naturellement connectés aux esprits. Et les esprits savent les détecter. Les esprits savent que eux, ils sont comme ça. Les esprits les connaissent. Parce que les esprits voient l'esprit. Ou ce que tu appelles âme. Bon, c'est important de le dire. Et quand eux, ils le voient, ce n'est pas subdivisé en toi. Ce n'est que ton corps qui est le réceptacle de cet esprit. Allons dans la genèse de l'âme. Parce que la genèse de ce que tu appelles âme, de ce que tu appelles esprit, on devrait l'expliquer. J'espère que cette explication va aller dans les 4 coins du monde et va rectifier les erreurs aristotéliciennes, va rectifier les erreurs des églises, va rectifier la façon dont il faut le voir. Parce que dans les 1% de la population, peut-être même beaucoup moins, 0,01% sur 8 milliards, il y a des serviteurs qui sont dedans. Et qui ont une caractéristique morphologique différente. Parce que eux, ce sont des réceptacles de l'invisible qui transmettent les messages. On les a créés ainsi pour qu'ils transmettent les messages de l'invisible pour le visible, qu'il faudrait expliquer tout à l'heure. Alors, ils ne peuvent pas être compris comme un génie ne peut pas être compris. C'est difficile que tu comprennes un génie. C'est très difficile que tu comprennes un génie. Parce que le génie a une avance sur toi dans tout ce qui le rend génie. Donc, si on a fini sur la morphologie, c'est peut-être un peu compris, même s'il faut aller plus large que cela, parce que expliquer la morphologie, c'est large, parce qu'il y a différents panels de personnes. Mais ces personnes, quand elles naissent, elles sont saintes, elles sont ordinaires, elles sont bien. Mais derrière le phénotype spirituel, je peux appeler maintenant ça phénotype spirituel, qu'on appelle ça esprit, derrière le phénotype spirituel se cachent des puissances qui peuvent user de cela. 3 points d'exclamation, je revenais dessus. L'origine de l'âme. L'âme a un devoir. L'âme est le caloporteur. Je dis ce mot, calo. Calo veut dire calorique. Quand on parle de calories, on parle de puissance. L'âme est le caloporteur de l'homme. Depuis que l'homme a commencé à avoir un cerveau développé. Okay? C'est-à-dire les premiers êtres sortant de l'eau, qui se sont subdivisés en milliards d'espèces, n'avaient pas cette âme que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est important de le dire. Je vais le répéter dans toutes les conférences que j'irai. Et je peux le démontrer, ce n'est pas un problème. Parce que pour qu'il y ait communication entre une puissance invisible
il faut que tu puisses comprendre la puissance et transmettre le message donné à la puissance, ou de la puissance à la population, ou au groupe social. Et il faut donc qu'on puisse savoir quand est-ce que l'homme, je parlerai de ça la prochaine fois, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je vais seulement parler de la genèse, de l'âme ou de l'esprit, ou l'immatérialisation de la puissance qui se trouve dans le sapiens seulement, parce qu'il n'y a pas cette âme, ou cet esprit, ou cette puissance immatérielle dans le chien. Il n'y a pas cette puissance immatérielle dans les animaux, ni dans les plantes. Aristote avait tout faux. Ok? On va s'expliquer tout à l'heure progressivement. Donc, dès que l'homme, il y a près d'1 million d'années, que le cerveau a commencé à se développer et que sa capacité de communication avec son prochain à travers le larynx, c'est la langue qui devient de plus en plus affinée, le cerveau maintenant peut communiquer un message. Parce qu'il est impossible, c'est comme le parler en langue, d'entendre la voix de qui que ce soit et que tu parles en langue et que le voisin ne comprend pas et tu dis que ça vient de Dieu. C'est une absurdité animale. Ok? Parce que pour qu'une divinité s'exprime à travers toi, il faut que tu comprennes ce qu'elle dit. Et il faut que tu puisses transmettre le message de ce qu'elle dit. Voilà pourquoi le parler en langue est une animalité. D'accord? On nous ramène au Néandertal. On nous ramène en arrière. Et on fait la promiscuité. Et j'expliquerai qui fait la promiscuité de ce type d'illugrité, de sens de stupidité. Je dirais, parce que ça va faire partie du sujet le plus important. Ce message est capital. Parce qu'à la fin, il y a beaucoup d'âmes. Mais ce n'est pas tous les âmes qui arrivent dans le bon chemin. Ok? On y va. Dans l'origine de l'âme, c'est quand l'homme, sapiens, nous, commence à développer cette intelligence dans la communication, que ce rapport de l'âme commence à être induit en l'homme progressivement. Et quand ça commence à être induit à l'homme, ceux qui naissent, c'est la partie la plus importante, parce que l'âme, de ce que tu appelles la puissance immatérielle, naît avec l'homme qui naît. Je vais expliquer ça, c'est très important. Very important. Là maintenant, je m'adresse aux connaisseurs, pas aux théoriciens. Parce que les théoriciens vont aller lire la Bible et le Coran. Moi, je ne lis rien de tout ça là. Je dis ce que je vis. Je sais où j'étais ce matin. Donc, je dis ce que je vis. Je ne dis pas ce que quelqu'un d'autre vit. Et voilà pourquoi je dis, le plus important dans les 3 points, c'est... Le 3e point que j'ai donné plus tôt, c'est le message vient de qui? Quelle est la légitimité de celui qui dit donner le message? Est-ce que ce message est palpable? Pas écrit. Parce que je parlerai de ce qui est écrit. Donc, il y a moins d'1 million d'années, quand le cerveau des sapiens commence à, qu'on appelle le homo habilis, ça veut dire l'homme qui commence à être habile, à tailler les pierres. C'est lui qui commence à être intelligent. Il commence à transmettre des notions orales avec son fils ou sa famille. C'est de là que le service ou la création développe le but de l'humanité. Parce que c'est là, c'est le but de l'humanité qui commence à cette période-là. Parce qu'en fait, l'homme qui n'est pas intelligent n'a pas de micro. L'homme qui n'est pas intelligent ne voyage pas. L'homme qui n'est pas intelligent ne peut pas construire tout ce qu'on construit. On est ensemble? Voilà pourquoi, si tu penses que l'âme donne l'intelligence et que tu penses que le chimpanzé a l'âme, je pense que le chimpanzé va commencer à construire un avion. Oxymore. Donc ici, le vrai problème ici, dans notre explication, c'est dès que l'intelligibilité cérébrale, la connectivité synaptique du cerveau, des neurones dans le cerveau de l'homme, se développe à travers sa nutrition. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la nutrition de l'homme a plus ou moins développé, mais c'était un développement qui était désiré, comme je le dis. C'est là où l'âme commence à prendre vie. Voilà pourquoi la thèse de l'Adam et Ève, d'abord qui est absolument d'une fausseté extraordinaire, n'a pas lieu d'être ici. Donc, l'âme ou l'esprit ou la puissance immatérielle, je vais expliquer ça dans le petit bouquin que je vais faire. Ça, je vais faire un livre dessus. J'ai à commencer à écrire dessus. Cette capacité immatérielle qui grandit en même temps que l'homme grandit à partir d'un certain nombre de semaines. Cette âme aussi grandit. C'est là où tout commence. En fait, c'est là où tout le problème commence. Vous savez,
quand les entités spirituelles ont été formées en milliards ou en milliers, après la formation du soleil et de tous les globes terrestres qui les entourent, ou des soleils, ou des étoiles, mettons ça ici. Cette puissance, parce que je reviendrai dessus après, ou le moment venu, cette puissance de ces esprits, ou de ces domaines spirituels, ont une force immatérielle puissante. Ces êtres sont puissants. Mais ces êtres sont puissants en nombre. J'expliquerai ça tout à l'heure. Et le problème, c'est que dans le développement des hommes, à travers les continents, dans le développement des hommes et des bêtes et des animaux et des insectes et de tout ce qui est volant et rampant et tout ce qui est aquatique, dans ce développement, vu devant eux, vu devant ces puissances, il n'y a pas de rivalité spirituelle, il n'y a pas de rivalité de pouvoir. Mais il y avait un dessin qui était très bien écrit ou fomenté ou préparé, pour lequel, dès que l'homme obtient cette intelligence, l'obtention de l'intelligence, c'est pour développer, hein. Ce n'est pas pour voler, c'est pour développer la création. Voilà pourquoi le développement désigné par rapport à l'homme est appelé à développer son environnement. Point. On parlera de ça tout à l'heure, parce que les hommes aiment bien s'adosser sur quelque chose. Il faut s'adosser sur ton don, ou ton pouvoir, ou ton autorité, ou ce que tu sais faire. On parlera de ça une prochaine fois. Donc, le développement de cette puissance immatérielle, elle est toute petite. Comme les esprits aussi naissent et meurent. Parce que je dis bien, les esprits naissent et meurent. On parlera de ça une prochaine fois. Mais les esprits naissent et meurent. Les esprits naissent par copulation et meurent. J'expliquerai ça quand je parlerai de la naissance des esprits et de la mort des esprits et comment les esprits font pour vivre 5 000 ans, 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, correspondant depuis que l'intelligibilité de l'homme est. On va se comprendre peut-être tout à l'heure. Donc voilà la genèse de ce que vous appelez âme. Elle n'est pas, c'est pas une tripartite. Ok? C'est un duo. Un duo qui a un rôle. Le rôle d'abord, c'est le rôle de la puissance. Parce que cette figure immatérielle est puissante. Ceux qui ont ce côté morphologique, sensible, comme je dis plus tôt, ont même la capacité de taper même certains esprits. Ont la capacité même de chasser certains esprits, sans que tu ne sois pasteur, sans que tu ne sois X, Y, Z. Tu as la capacité, quand cette puissance te voit, et elle voit que tu as cette force là autour de toi, elle fuit. Ok? Elle dérange rarement les gens morphologiquement ordinaires. Alors ici, ce qu'il faut comprendre et debunk, c'est que il faut déjà que nous, en tant que service, et je conclue ici, par rapport à ça, pour comprendre, en première partie, parce qu'on a fait après une cinquantaine, on a fait presque une heure, je ne veux pas que ça mette trop long, pour comprendre l'âme, il ne faut absolument pas regarder ça sous le regard judéo-chrétien. Le judéo-christianisme ne te fait pas comprendre l'âme et son but. Ok? Parce que l'âme n'a pas besoin d'être jugée, c'est le corps qui a fait les choses. Donc, c'est le corps qui a pratiqué, ce n'est pas l'âme qui a pratiqué. Parce que c'est le corps, ce qui fait bouger les pieds et les mains, ce n'est pas l'âme. C'est le cerveau. L'activité de l'âme est autre. Tu n'as pas besoin de l'âme pour marcher. Tu n'as pas besoin de l'âme pour penser. Tu n'as pas besoin de l'âme pour voler. Amournais. Tu n'as pas besoin de ça. L'âme a un rôle, l'esprit a un rôle autre. Et cette autre fonction doit être apprise. Comment la maîtriser? Comment prendre soin de cela? Parce qu'en fait, comme quand toi tu prends soin de ton corps physique, tu pars à l'hôpital, il faut savoir où ton âme met les pieds. Voilà pourquoi c'est là où la chose la plus difficile, parce qu'on peut facilement adhérer au groupe. Je vais vous prendre un exemple. Pour clôturer. Ok? Clôturer. Je clôture pour introduire quelque chose d'autre. Un truc très récent. Je ne vais pas prendre un truc qui est trop grand. Je prends un truc très récent. Je suis allé dans une réunion l'année passée. Je suis allé en mars. Je suis allé dans une réunion spirituelle. J'étais couché chez moi, bien sûr. Okay? Une réunion spirituelle
qui est comme une église. Mais ce n'est pas une église, c'est les nouvelles formes d'église qui sont les synchronismes entre les kamites et les chrétiens. Ils mélangent un peu tout. Mais ça a un but. Et dans cette... on me fait passer par la porte en arrière et je vois comment ceux dans cette congrégation ou communauté sont captifs dans des petites cellules. Et je me pose la question, qu'est-ce qu'ils font là? Et je veux me mettre à prier. On me restreint de prier ou d'intervenir. Je passe en avant, j'essaie de voir, c'est une femme qui prêchait, c'était deux femmes, mais une femme avait le micro, l'autre était à côté et elle était dans les mouvements. Et quand il y avait les manifestations, c'est elle qui gérait les mouvements. Et à chaque mouvement qu'elle posait comme action, ça connectait ces personnes et elle se retrouvait dans ce groupe de personnes qui étaient dans cette forme de prison. Je vais dire une chose qui va étonner, je m'arrête là. Après, on passe au prochain sujet qui est important. Ok? Ce qui est très important, c'est sachez que il y a un but pour l'âme, ou pour l'esprit, ou pour la puissance immatérielle, pour la démon, ou le spikesh, ou le psykesh, n'importe quel nom que vous voulez donner à cette structure immatérielle. Il y a un devoir, il y a une instruction. Je ne donnerai pas ça cette année, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup d'immaturité. Il y a une instruction derrière cela, et comme je le dis depuis beaucoup d'années, si nous voulons que cette partie immatérielle n'appartienne pas aux puissances, évitons d'aller vers les puissances. Ok? Et j'ai eu quelque chose ce matin que je vais exprimer, qui m'a un peu fait mal, mais c'est la vie. Mais ça a une corrélation. En 2023, le 20 mars 2023, l'année passée, et après les 19 mois, je suis dans un domaine spirituel très puissant. Je pense même que c'est pas le plus puissant, mais je pense que c'est l'un des domaines les plus puissants. Je ne vais pas vraiment expliquer ça l'année passée, mais je l'expliquerai le moment venu amplement. Mais juste pour faire comprendre à ceux qui vont m'écouter, mon job. En fait, ça, c'est mon job. C'est mon travail. Je ne suis pas payé pour ça, malheureusement. Il y a deux êtres spirituels derrière moi, puissants, que vous appelez anges. On est devant des différents portiques immenses qui peuvent faire la taille plus de 100 mètres de hauteur, couverts d'or et du bleu émeraude comme ça. Donc ceux qui ont le bleu émeraude comme moi là, c'était pas fait par hasard, c'était pas le but. Hein. Bon, ouais, il y en a beaucoup aujourd'hui malheureusement. Donc il y avait les portes et les portes étaient de cette forme là. Si tu comprends cette couleur, c'est-à-dire l'extérieur de la porte, je ne sais pas comment on appelle ça en menuiserie, ok? Les contours de la porte en or et la porte qui est en bois est bleu émeraude. Et tu vas au musée de Berlin, tu vas me comprendre. Je ne dis pas plus que ça. Et ce portail, il y a des puissances devant moi. Et ces puissances m'interdisent d'entrer dans cet enclos. Il y avait au moins 5 portes. 5 portails. Et les anges derrière ou les esprits derrière moi ont donné certains ordres que je ne peux pas forcément donner. Et ce premier portillon s'ouvre. Donc on le comprenne là, passant par cela. Quand ce portillon s'ouvre immense, ces puissances s'évaporent devant moi. Parce qu'il y avait des gardiens qui gardaient ces portiques-là. Immensement grands aussi. Et quand je vois une foule, c'est des milliers de personnes dans cette salle. Des milliers d'âmes ou d'esprits ou de puissances immatérielles. Donc on ouvre. C'était lourd. Tu ouvres. Et les gens sortaient en masse. L'ange derrière dit avance. Continue. Il y avait 5 portiques.
Et quand on arrive au dernier portique, et que tous ces âmes sont sortis, elles sont allées où? Prochainement, au prochain épisode, je vais expliquer. On entre au dernier portique, c'est un enclos qui est vaste, comme peut-être 1000 terrains de football. Immense. Il y a un hôtel, ou ce que vous appelez hôtel devant moi. Et cet hôtel qui est devant moi est en feu. J'insiste, est en feu. Parce que c'est important de dire le feu. Ça n'aura pas de sens aujourd'hui, mais ceux qui vont me suivre, ceux qui vont être assez stupides de me suivre, vous allez comprendre le futur. L'hôtel est immense. C'était le feu, mais c'est un feu qui ne brûle pas. J'insiste, c'est un feu qui ne brûle pas. On va se comprendre. Ceux qui vont lire ceci vont comprendre. Et il y a une entité qui est au milieu. Hey, on se connaît. Cette entité et moi. On s'est rencontrés en 2020. Et de fur et à mesure que les personnes sortaient derrière moi, parce que je regardais derrière moi, les gens se suffisaient. Et je ne veux pas expliquer ce que ça veut dire. Hein. Enfin, tout, parce que ça ne sert à rien. Et de fur et à mesure où les gens sortaient en courant, c'est un lion. C'est un immense lion. Un très grand lion. Et de fur et à mesure que ces personnes sortaient en masse, le lion perdait ses forces. Il devenait de plus en plus petit. Il devenait de plus en plus petit. Et elle s'écriait devant moi. Elle m'injurait. Pourquoi? Ça me concerne. Ça ne me concerne pas. Et moi, dans ma stupidité, je voulais filmer avec. Ah, mais je ne suis pas. Ne filme pas ici. Ok? Elle ne faisait que perdre les forces. De plus en plus que les gens sortaient, elle perdait les forces. Je ne vais pas plus loin que ça. Ça veut tout dire. Certaines personnes nous manipulent pour les appartenir et pour rester plus longtemps dans la domination des territoires.